C'est Thomas Pétry. Je travaille au conseil départemental de l'Aisne depuis novembre 2017. Au conseil départemental de l'Aisne, je suis donc chargé de mission déchets et également gestion différenciée des espaces verts. Donc, je reparlerai brièvement de la gestion différenciée des espaces verts qui est un peu plus particulier. Aujourd'hui, donc, c'est la Mardinale zéro déchet. Moi, je vais faire un petit focus sur ce qu'on fait au conseil départemental depuis 2-3 ans. Je vais parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du compostage également, et puis focus sur la gestion différenciée des espaces verts. Donc, avec moi, j'ai depuis un mois maintenant, nous avons une stagiaire qui travaille sur la gestion différenciée des espaces verts. Donc, elle se présentera également. Et puis, c'est elle qui fera le petit focus sur la gestion différenciée. Voilà, ça permettra de faire également un petit exercice intéressant pour elle. Voilà, donc tu peux, si tu veux, changer de diapositive. Émilie, pas de souci. Voilà, donc je vais vous parler déjà brièvement de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Juste pour info, vous pouvez directement poser des questions dans la fenêtre de conversation. Je l'ai mis apparente pour moi, comme ça, si vous avez des questions en cours sur ma présentation, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai d'y répondre directement. Voilà. Donc, il y a la définition qui vous est présente, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, en gros, ça doit permettre de favoriser la réduction. Attendez, je ne vois pas tout moi non plus. Hop, attendez. La réduction et la valorisation des déchets, et notamment des biodéchets. Alors, quand on parle de biodéchets, j'ai souvent cette question-là, qu'est-ce qu'un biodéchet? Donc, en fait, biodéchets, ça représente tout ce qui est déchets alimentaires, pour faire le plus simple, et déchets verts. Donc, c'est pour ça qu'au département, on travaille autant sur la partie restauration que la partie extérieure, espace vert. Parce que voilà, on regroupe tous les biodéchets. Donc, on parle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Quand on regarde la situation nationale, elle est quand même très, très préoccupante. Voilà, il faut savoir que chaque Français, alors je ne vois pas tout là, bien sûr, jette en moyenne 391 kg de déchets par an, dont 30% sont des déchets putrescibles. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait valoriser. Là, on le voit très bien, merci Anna. Là, on le voit très bien sur la petite image d'en dessous, avec la poubelle, qui montre bien qu'on a une grosse partie de nos poubelles enfin, ce sont des biodéchets en fait. Donc, on pourrait valoriser pour les compostages ou autres. Donc, j'imagine que chez vous, c'est la même chose. Vos poubelles ressemblent beaucoup à celles qu'on voit sur la diapositive. Je te laisse changer, Émilie. Voilà, parfait, merci. Alors, depuis février 2019, donc on a mis en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion des déchets verts. Donc voilà, il a été adopté par le conseil départemental de l'Aisne suite à une réglementation qui datait de 2016, qui imposait en fait à toutes les collectivités territoriales qui gèrent la restauration collective de mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, on y a répondu un peu après, mais en tout cas, on est toujours dans le cadre de la loi. Donc, il faut savoir qu'au conseil départemental de l'Aisne, nous avons 57 collèges. Sur ces 57 collèges, nous en avons 49 avec une cuisine, enfin avec une restauration sur place. Sur ces 49 collèges, nous en avons 7 qui se font livrer les repas et les 42 autres ont des cuisines autonomes. Donc, en fait, avec ces 49 collèges-là, nous travaillons sur le gaspillage alimentaire. Donc, depuis février 2019, nous faisons des diagnostics dans tous les établissements qui proposent une restauration sur place. Donc, principalement, on fait des pesées, la pesée des déchets alimentaires pour un petit peu jauger les collèges sur la manière dont ils gaspillent. Donc là, vous voyez un petit graphique
qui vous montre depuis janvier 2019 l'évolution du gaspillage alimentaire dans nos collèges. Alors, tous les collèges ne font pas des pesées pour le moment. Nous en avons 35, ce qui est quand même pas mal, sur 49. Donc là, on voit qu'il y a eu une diminution de janvier à septembre 2019. On est passé de 139 à 132 par repas. Alors, juste à titre d'information, on calcule pas par repas parce que c'est l'État qui nous demande de calculer comme ça pour avec la moyenne, sans faire des comparaisons facilement. Et pour information, la moyenne en France, dans tous les établissements scolaires qui pratiquent des pesées, on arrive à peu près à 165 grammes par repas qui sont gaspillés, qui vont à la poubelle. Et 167 grammes par repas, ça équivaut à peu près à un repas sur 3 qui part à la poubelle. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une estimation. Donc nous, on est en dessous de cette moyenne nationale. Mais si par exemple, on prend en compte la moyenne nationale au niveau des collèges, parce que nous, on gère que des collèges, la moyenne des collèges au niveau national du gaspillage, on est à 115. Donc nous, on est légèrement plus haut. Voilà. Depuis septembre 2019, on a quand même augmenté le gaspillage alimentaire. Alors pourquoi il n'y a pas… on a du mal à m'entendre. Ah, je viens de voir qu'on a du mal à m'entendre. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Peut-être que le masque, il n'est pas terrible. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que du coup, s'il y a une personne qui ne m'entend pas bien. Ouais. Ça va ou… Ah, ça grésille. Ouais. Je suis désolé, parce qu'en plus, avec le masque, à mon avis, ça ne doit pas être top. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, je disais quoi? Depuis septembre, des craquements par moment. Alors, c'est peut-être la connexion aussi qui, pour les personnes où ça capte un peu, ça doit être aussi la connexion qui ne doit pas être super. Nous, normalement, on a une bonne connexion ici. Bon, je continue quand même, et puis, ouais. Ouais. Bah, on va essayer de faire en sorte. Je peux être beaucoup plus près de l'écran. Bon, on va continuer quand même. Donc, après, s'il y a des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser. Donc, depuis septembre 2019, on voit qu'il y a une augmentation du gaspillage. Ah, attendez, il y a un souci. Bah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Bon, attends. Tu veux avancer? Bah non, mais tu m'entends toujours? Oui, ça y est, c'est bien là. Ah bah ok, parce que sur mon ordi, le haut-parleur ne fonctionne pas. Ah. C'est pour, je sais pas pourquoi. Bon, on va continuer alors, désolé. Oui, là, ça fonctionne. Ça fonctionne, ok. Donc depuis septembre 2019, j'en reviens à ça, on remarque une augmentation du gaspillage. Alors ça s'explique pour différentes raisons. Tout d'abord, on a eu une augmentation des collèges, enfin une augmentation des pesées. Donc, il y a eu plus de collèges à pratiquer des pesées. Donc la moyenne a un peu augmenté parce que les collèges qui nous ont envoyé les pesées étaient un peu plus supérieurs, tout simplement. Et puis, il y a également eu la loi Egalim, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais en tout cas, pour les collèges, elle nous impose de tester un menu végétarien par semaine. Et en fait, depuis qu'on a mis ça en place dans beaucoup de collèges, et dès qu'on met en place le menu végétarien, on a beaucoup de gaspillage. Bon, ça s'explique parce que les cuisiniers ne sont pas encore habitués. Donc, les menus c'est assez compliqué. Et puis, les élèves non plus, ils ne sont pas encore très habitués à ça. Donc, on a quand même beaucoup de gaspillage quand on arrive des fois à 300 grammes par repas qui partent à la poubelle. Donc, ça explique un petit peu la montée de la courbe. Voilà. Alors, l'objectif, c'est d'arriver à 70 grammes par repas d'ici à 2025. Donc, voilà. Tu peux changer de diapositive si tu veux, Émilie. Alors, donc pour limiter le gaspillage alimentaire, on met en place plusieurs actions. C'est un petit peu nos actions phares, on va dire. Tout d'abord, l'action prioritaire, c'est le tri des déchets.
avec la table de tri que vous voyez sur la photo en haut à droite. Donc, nous avons à peu près, on a maintenant 25 collèges à peu près qui trient leurs déchets. Donc, ce sont les élèves qui, après avoir fini leur repas, prennent leur plateau et vont trier leurs déchets en fonction des poubelles, en fonction de l'affichage aux poubelles. Donc, certains collèges vont trier les déchets alimentaires des déchets non alimentaires et d'autres collèges vont trier les déchets compostables des déchets non compostables. En fait, ça dépend des collèges. Ceux qui peuvent composter sur place, ils vont faire en sorte d'avoir une table de tri qui sépare les déchets compostables du non compostable, et ceux qui ne compostent pas, ils vont uniquement trier les déchets alimentaires des déchets non alimentaires. Donc voilà. Donc quand on met en place le tri, on voit quand même une diminution du gaspillage parce que ça sensibilise les individus. Voilà. On met en place également sur la photo en haut à gauche des tables de partage ou de troc, on appelle ça un peu comme on veut. En fait, tout simplement, c'est l'élève qui ne va pas toucher à son pot de yaourt ou à son biscuit emballé. Il peut poser sur cette table-là. Et un autre élève qui a faim, qui voudrait se servir, peut aller chercher ce produit-là. Voilà, c'est la même chose pour la photo juste en dessous avec le petit frigo. Voilà, c'est juste pour garder la température bien. On a une photo d'un gâchette à pain, vous voyez au milieu en bas. Donc ça, c'est pour les collèges qui veulent trier leur pain pour montrer aux élèves ce qu'ils gaspillent en pain chaque semaine. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on va dire que c'est le mieux, c'est les buffets salade bar. Donc, c'est la dernière photo en bas à droite. C'est-à-dire que la plupart des collèges qui ont un buffet salade bar, on a 15, proposent la nourriture en gros service, principalement pour les entrées. Les élèves peuvent se servir eux-mêmes en fonction de leur faim pour les entrées. Mais ça peut être aussi pour les desserts. Et même certains collèges le pratiquent pour les plats de résistance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans des restaurants maintenant comme Flunch ou autres. Je ne vais pas faire la pub de tous les restaurants, mais voilà, il y a quelques maintenant buffets salades. Ça limite quand même vachement le gaspillage alimentaire. Voilà. Tu peux passer à la diapositive suivante, Émilie. Alors, on pratique du compostage dans beaucoup de collèges désormais, dans une dizaine de collèges. Donc, au Conseil départemental de l'Aisne, on privilégie le compostage in situ, c'est-à-dire sur place, avec des composteurs rotatifs manuels. Alors, c'est ça, on a trouvé ces équipements-là, on les a trouvés il y a maintenant 5 ans à peu près. Alors, on a choisi ces équipements-là parce que ça évite de faire trop de manutention pour les agents dans les collèges et on obtient du compost au bout de 8 semaines, comparé à un composteur classique en bac où là, il faut attendre bien souvent, c'est souvent 1 an pour avoir du compost. Alors que là, en 8 semaines, donc, on arrive à obtenir du compost qui est presque à maturité pour être mis dans les espaces verts. Donc, c'est plutôt bien. En plus, les élèves peuvent s'en servir. Là, on voit par exemple sur une photo dans un collège où c'est les élèves qui s'occupent du compostage. Donc, on y met là-dedans les déchets alimentaires et également des déchets pour faire du compostage. Il faut toujours mélanger l'azote carbone. Donc, en déchets alimentaires, on va par contre éviter tout ce qui est des poissons, viande, sauce, etc. Parce que ça provoque des mauvaises odeurs qui sont pas très agréables dans les alimentaires. Donc, ça, on l'a enlevé des posters. Mais les déchets alimentaires, voilà, sauf ça. Et puis, on va y rajouter. Et puis, on va rajouter des déchets secs comme des copeaux de bois, de la sciure de bois, des feuilles. On peut également mettre du gazon. Voilà. Donc, c'est à peu près 40% de déchets alimentaires pour 60% de déchets secs. Bon, après, tout dépend ce qu'on va mettre en déchets alimentaires. Si c'est des pâtes, c'est un peu plus sec. On va mettre moins de déchets secs. Si au contraire, ce sont des légumes, on met un peu plus de déchets secs. Les légumes, c'est d'eau. Voilà. Voilà pour le compostage. Il ne faut pas hésiter à vraiment sur les composteurs rotatifs. On pourra y revenir un peu plus tard. Voilà, je te laisse changer de diapositive, Émilie. Ah, alors j'ai une question, oui. Ça coûte combien? Alors, ce genre de composteur-là, il coûte encore assez cher parce que finalement, il y a
il y a une bonne offre, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc, on est à peu près à, on va dire, allez, 1300 unités. Alors, c'est un produit qui vient d'Espagne, hein. Il n'y a pas de fabricant en France pour ce genre de… Ça commence à arriver, mais on n'a pas encore trouvé un fournisseur en France. Donc, celui qui nous livre, il est implanté au nord de l'Espagne. Voilà. Alors maintenant, on va vous parler un petit peu de la gestion différenciée qui permet là, de réduire et de valoriser les déchets verts. Alors, je vais vous laisser la stagiaire vous présenter cet aspect-là. Elle va se présenter. Puis, Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Anna Yanelli, je suis étudiante en géographie, en master géographie, aménagement du territoire et environnement. Et donc, actuellement, je fais un stage de fin d'études au conseil départemental et aussi à l'ADRE, l'Association pour le développement de la recherche et de l'enseignement sur l'environnement, donc sur la thématique de la gestion différenciée des espaces verts. Alors, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la gestion différenciée, il s'agit d'une gestion hétérogène des espaces verts qui consiste à adapter les pratiques d'entretien selon leur intérêt écologique, paysager, mais aussi selon les usages que l'on en fait. Et donc, il s'agit de différencier les modes et les actions de gestion justement selon ces caractéristiques. Il y a beaucoup d'avantages à pratiquer la gestion différenciée, à la fois des avantages économiques, sanitaires, sociaux, mais aussi évidemment environnementaux, dont des avantages qui concernent la gestion des déchets verts notamment. Donc, dans la mesure où l'un des objectifs de la gestion différenciée, c'est de préserver, voire même d'enrichir la biodiversité dans les espaces verts, elle préconise des pratiques de gestion qui sont écologiques. Et donc, ça permet d'une part de réduire, si ce n'est de cesser l'utilisation de produits phytosanitaires, et d'autre part, ça permet de réduire et de valoriser les déchets verts. Le conseil départemental de l'Aisne donc souhaite mettre en place la gestion différenciée à l'ensemble des collèges dont il est propriétaire, et ça concerne également les espaces verts dont il est propriétaire, et ça concerne également les espaces verts dans les collèges. Et donc, pour ce faire, en partenariat avec l'ADRE, le conseil départemental a élaboré un guide de gestion différenciée qu'on appelle Vademecum, et qui offre un cadre méthodologique pour mettre en place un plan de gestion différenciée. Et puis, ce guide propose aussi un référentiel de fiches techniques et retour d'expérience. Cette démarche-là a commencé en 2017 et en 2018 dans plusieurs sites pilotes. Aujourd'hui, 10 collèges ont mis en place la gestion et 19 autres collèges du département sont intéressés par cette démarche d'accompagnement par le conseil départemental pour mettre en place la gestion différenciée. Vous pouvez changer de diapo s'il vous plaît. Merci. Alors, plusieurs actions de gestion différenciée mises en place dans les collèges permettent une meilleure gestion des déchets. Donc là, on vous en parle quelques-unes. Par exemple, la photo en haut à gauche, il s'agit d'un bac récupérateur pour broyer les végétaux. Et donc, ça permet de valoriser les végétaux qui peuvent ensuite être utilisés, par exemple, pour faire du paillage. Mais on peut aussi les valoriser en réutilisant les déchets verts pour créer des hébergements pour la faune. On peut voir sur la deuxième photo, dans un collège, un hôtel à insectes a été créé. Mais donc faire de la gestion différenciée, c'est aussi laisser libre cours à la flore spontanée, à certains endroits où ce n'est pas contraignant, évidemment. Et donc, ça évite la fauche, la tonte, et donc de ce fait-là, la production même de déchets verts. Si on ne peut pas l'éviter, on peut au moins la réduire. Et ça, c'est grâce au fauchage raisonné, par exemple. Donc, c'est la photo en bas à droite.
qui consiste à faucher principalement les bords des espaces verts, mais aussi éventuellement des cheminements au sein d'une prairie, par exemple, pour préserver les habitats. Voilà, donc tout ça, ce sont des actions qui ont aussi une fonction de préservation et d'enrichissement de la biodiversité, évidemment, comme c'est le cas aussi pour une marque pédagogique, donc c'est la photo en bas à gauche, qui a été mise en place également dans un collège du département. Voilà, donc le conseil départemental vise à accompagner et à suivre ces actions-là qui sont mises en place dans les collèges et cherche à les mettre en valeur par des outils de communication sous forme d'expérience. Ça permet entre les collèges en fait, d'échanger leurs expériences. Et puis aujourd'hui, il est envisagé de mettre à disposition en ligne des fiches d'expérience à remplir par les particuliers pour favoriser l'échange aussi à l'échelle du grand public des nombreuses pratiques de gestion différenciée. Voilà, donc c'est tout pour nous. Je pense qu'on peut mettre la dernière diapo. Ouais. Euh, Je vais juste répondre à la question. J'ai vu une question pour recevoir le fameux Vademecum. Alors, le fameux Vademecum, il est en cours de finalisation et il pourra bien sûr être mis à disposition du grand public. On a déjà quelques petits éléments qui sont en ligne sur le site de Géodomia, dans la rubrique gestion des biodéchets, je crois, ou gestion des déchets tout simplement. Et il y a plusieurs rubriques sur, par exemple, le gaspillage alimentaire, sur les déchets verts et la gestion différenciée des espaces verts. Il ne faut pas hésiter à y aller, vous allez voir plusieurs informations là-dessus. Vous avez également mis en ligne sur le site de Géodomia notre plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion des déchets verts. Il ne faut pas hésiter à le consulter, il est en libre accès, en PDF. Voilà, donc c'est tout pour nous. Merci pour votre attention. Donc si vous avez d'autres questions ou autres, vous pouvez continuer peut-être à les poser sur Zoom, mais sinon, il ne faut pas hésiter à renvoyer des mails sur mon mail, sur celui de Christophe Anani, qui est adjoint au chef de service, qui travaille également sur la gestion différenciée. Et puis, il va pas hésiter aussi à contacter Anna sur les éléments de la gestion différenciée. Elle pourra vous répondre. Elle est là de toute façon jusqu'à fin septembre. Donc voilà. Donc bonjour à tout le monde. Delphine Bourgeois, je travaille chez Valorem. Donc je suis responsable du service économie circulaire et communication. Je vais vous faire donc une petite présentation du CODEC. Donc c'est le contrat d'objectifs déchets économie circulaire qu'on a débuté en 2018. Donc si tu peux passer sur la diapo suivante. Donc voilà, juste pour resituer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Valorem, on est un syndicat mixte de traitement pour les déchets ménagers de laine. Donc on regroupe 14 adhérents qui sont des communautés de communes, communautés d'agglomération et un syndicat mixte, le CIRTOM du Lannoy, qui eux ont la compétence de collecte des déchets. Et puis donc le département. Valorem, nous, on s'occupe donc uniquement de la partie traitement pour donc 96% de la population axonaise. En 2018, ça a représenté environ 277 000 tonnes de déchets qui ont été traités sur nos différentes installations, qui sont issues des collectes en porte-à-porte de nos adhérents et des collectes en déchetterie. Donc voilà, et puis des collectivités qui sont engagées dans des démarches de prévention, d'amélioration du prix, pour certains de mise en place de la tarification incitative. Si tu peux passer sur la suivante. Donc Valorem et ses collectivités, elles sont engagées depuis déjà de nombreuses années dans des politiques de prévention. Ça s'est traduit au niveau du syndicat par la mise en place d'un code déchets, donc un contrat d'objectif territorial sur la période 2011-2014. Et puis pour nos collectivités, on était plutôt sur le déploiement de plans ou programmes de prévention des déchets, et puis des démarches zéro déchet, zéro gaspillage. Il y avait vraiment une volonté de pouvoir poursuivre en fait au niveau du syndicat les actions qui avaient été entreprises.
et d'aller un petit peu plus loin en engageant le territoire de l'Aisne dans une démarche d'économie circulaire. Alors, ce qui était important, c'est vraiment ce qu'on voulait essayer de faire, c'était de pouvoir l'articuler en fait à l'échelle du département. C'était pas d'aller en doublon sur des actions qui étaient déjà menées par nos adhérents, mais bien de trouver une complémentarité en fait au niveau de l'ensemble des démarches et de pouvoir l'articuler à l'échelle du département. Si tu peux passer à la suivante. Donc voilà, donc nous on s'est dirigé donc vers un codec, donc le contrat d'objectifs déchets économie circulaire. C'est une démarche qui est proposée par l'ADEME. C'est des programmes pluriannuels sur 3 ans, donc en ce qui nous concerne pour la période 2018-2020, et qui ouvre droit à une aide financière qui est plafonnée à 450 000 € et répartie sur les 3 années, donc une part fixe de 135 000 € pour les 2 premières années, et puis une part variable de 180 000 € qui sera liée à l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés à travers ce contrat. Donc des objectifs, si tu passes sur la diapo suivante, au nombre de 3 pour notre contrat. Si tu peux avancer, Émilie. Un objectif de réduction des déchets, donc de réduire la quantité de déchets ménagers produite de 5% entre 2014 et 2020. Celle d'avant, s'il te plaît. C'est celle-là ? Ouais, celle-là, merci. Donc voilà, premier objectif donc de réduction de la quantité de déchets ménagers produites sur le département, donc de 5% entre 2014 et 2020. Un deuxième objectif qui en fait vise à augmenter le taux de valorisation matière organique et énergétique pour le traitement de nos déchets. Et puis un dernier objectif, et c'est un petit peu la nouveauté en fait par rapport à toutes les démarches qui avaient pu être menées avant au niveau de la prévention, et c'est un peu la particularité de l'économie circulaire, c'est qu'on va aller sur le champ des acteurs économiques. C'était d'engager 4 démarches de mobilisation auprès des acteurs économiques sur les thématiques d'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, peut-être rapidement, parce qu'on en parle, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ce que c'est. C'est ce qui s'oppose par définition à l'économie qui est dite linéaire, donc qui consistait à extraire, produire, consommer, jeter. Donc avec l'économie circulaire, on va essayer de tendre à limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental tout en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. Donc ça repose sur 3 grands axes. Un axe de gestion des déchets, un axe de demande et de comportement en fait, au niveau des consommateurs, et puis un dernier axe qui est l'offre des acteurs économiques. Donc cette nouveauté qui ouvrait le champ au niveau des acteurs économiques. Après, il y a des piliers en fait dans chacun de ces axes. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant. On y reviendra et s'il y a des questions, je pourrai y répondre à la fin. Donc, si tu passes sur la diapo suivante, donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour répondre en fait à ces 3 objectifs, la construction d'un programme d'action autour de 3 grands axes. Le premier qui est de pouvoir fédérer en fait les acteurs du territoire, donc tous les types d'acteurs, les acteurs économiques, associatifs et citoyens, dans une démarche participative de co-construction autour de cette thématique. Un deuxième axe qui est de développer l'économie circulaire sur le territoire par la mise en place d'actions de réduction des déchets et d'économie circulaire. Et un troisième axe qui consiste à connaître, à suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux. Voilà, donc sur la diapo suivante, je vous ai fait un petit peu le calendrier de notre codec. Donc, comme vous le voyez, il est bien engagé. Hein, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a débuté en 2018. Cette première année, on a passé beaucoup de temps à rencontrer en fait les acteurs du territoire pour définir, réajuster le plan d'action qui avait été défini au début de ce contrat. Et puis,
Donc, ça a duré quand même sur au moins 6 mois. Et puis, à chaque étape, donc, vous le voyez, hein, des COPIL, donc des comités de pilotage qui regroupent l'ensemble des acteurs pour faire un peu le point sur les actions qui ont été mises en place et puis les projets qui sont à venir, donc un par an. Et puis, la remise d'un rapport annuel également auprès de l'ADEME pour justifier des actions qu'on a mises en place sur le territoire. Donc là, on est en mai 2019, mai 2020. On arrive sur la fin de ce contrat, donc qui prendra fin en décembre 2020. Et donc ensuite, je vais passer. Alors ça n'avait pas vocation d'être exhaustif. Je vais vous présenter un peu des actions qu'on a pu mettre en place dans le cadre de ce codex, qui ont été menées, ou des projets qu'on a encore pour le cours de cette année ou même les années à venir, parce que l'idée c'est que ça puisse se poursuivre aussi au-delà de la fin du codec. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter les actions qui étaient en lien avec la thématique du jour, le zéro déchet. Après, voilà, donc encore une fois, c'est pas exhaustif. Cette première action, je vais commencer par des actions qui tournaient autour du premier axe de mobilisation des acteurs du territoire. Cette première action, finalement, elle était un petit peu l'aboutissement aussi de cette première année de rencontre de l'ensemble des acteurs du territoire. On a pu organiser un forum zéro déchet à destination du grand public, donc avec une de nos collectivités adhérentes, la Com d'Aglo du Saint-Quentinois, et qui visait en fait à faire connaître les pratiques du zéro déchet à travers des conférences et des ateliers sur une journée. Donc, on avait rassemblé une quinzaine de partenaires pour l'événement. Et puis, ça a rassemblé une centaine de participants. Donc, c'était plutôt une réussite. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de réorganiser un forum de ce type-là avec un autre acteur. Donc, sachant que c'est un peu valable pour toutes les actions, avec le contexte un petit peu particulier, en fait, du moment, le contexte sanitaire, c'est compliqué pour plusieurs actions de les mettre en place et forcément on prend un peu de retard dans le calendrier qui était prévu initialement. Donc, si tu passes sur la suivante, finalement, le même type d'action, mais pour une autre cible, pour la cible des entreprises. Un premier événement qui avait été organisé sur le thème des nouveaux modèles économiques et de l'économie circulaire, donc spécifiquement pour les entreprises, qui avait été organisé en début d'année 2019 à la Maison des Arts et Loisirs de Lens, en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie Hauts-de-France, qui avait pour vocation déjà de sensibiliser les entreprises à ces thématiques qui sont un peu nouvelles, pas forcément connues de tous, de lancer aussi un petit peu les actions qu'on avait prévu de mener auprès des entreprises, de pouvoir un peu leur présenter les pistes sur lesquelles on avait envie de travailler avec elles. Et puis l'occasion aussi de leur présenter des retours d'expérience d'entreprises locales ou régionales. On n'a pas été au-delà de la région, il y a suffisamment d'exemples. Voilà. Et donc cet événement avait rassemblé une soixantaine de participants, donc avait plutôt été une réussite. Et l'idée, c'est de pouvoir également en réorganiser un d'ici la fin de l'année sur une autre partie du territoire pour essayer de resensibiliser d'autres entreprises. Donc voilà, si tu passes à la diapo suivante. Donc encore une fois, sur la mobilisation des acteurs, pour essayer de vous montrer qu'on essayait de toucher un peu toutes les cibles. Donc on a eu les citoyens sur la première action, les entreprises dans ce cas-là, tout un tas aussi de partenariats qu'on essaye de développer avec les scolaires, donc à différents niveaux. Cette première action, c'est le lancement d'un appel à projet départemental à destination des élèves de cycle 3. Donc le cycle 3, c'est les CM1, CM2, 6e. Alors ça a un contexte particulier en fait au moment de la création du centre de tri d'Urvillers.
En 2015, on a créé un parcours de visite avec une galerie vitrée en partenariat avec les directions des services de l'éducation nationale pour voilà, créer ce parcours de visite à destination des scolaires. L'idée, c'était de pouvoir, à travers le codec, étoffer un petit peu cette convention qu'on avait avec l'éducation nationale, d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir proposer en fait des projets qui durent sur l'année scolaire entière et d'essayer d'avoir à travers ça une meilleure sensibilisation des classes. Donc, l'appel à projet est lancé en début d'année scolaire auprès de l'ensemble des écoles du département. Les écoles volontaires nous proposent des projets autour de la thématique des déchets. Donc, on leur laisse libre choix. Ça peut être des actions de prévention, ça peut être des actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage, la mise en place du tri dans les écoles. Voilà. Et puis, ça doit inclure à l'intérieur une visite d'une de nos installations. Voilà, donc à travers ça, on vise, comme je le disais, des projets un peu plus globaux, un peu plus complets pour une meilleure sensibilisation. Donc, on l'a déjà mené à 2 reprises et les élèves, enfin les écoles tout du moins qui sont retenues dans le cadre de ces appels à projets, on leur attribue une subvention qui peut aller de 300 à 500 € suivant les projets, voilà, pour les aider à les mettre en place. Donc, comme vous le voyez, hein, je vous ai mis les chiffres pour les 2 premières années. La première année, 22 projets sélectionnés, un peu plus de 1200 élèves de sensibiliser, 9 500 € d'attribuer aux différentes écoles. Et donc, pour les projets qui étaient en cours sur cette année scolaire, 15 projets sélectionnés, un peu plus de 800 élèves sensibilisés, 7 200 € de subventions distribuées. Donc, l'idée, c'est pareil, hein, c'est qu'on puisse renouveler à la rentrée prochaine ce partenariat avec l'éducation nationale et reproposer aux écoles de participer. Si tu passes sur la suivante, donc toujours avec les scolaires, mais cette fois-ci en passant avec un partenariat qu'on a eu avec un collège, donc le collège Anne-Franck à Arly, donc c'est à côté de Saint-Quentin. Le collège Anne-Franck, en fait, à Arly, participe à un dispositif national qui s'appelle la mini-entreprise. La mini-entreprise, ça vise à pouvoir reproduire à l'échelle d'une classe, enfin tout du moins avec des élèves volontaires, le fonctionnement d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire que les élèves vont élire en leur sein un PDG, un comptable, un DRH, donc à la manière d'une entreprise. Ils travaillent sur un sujet sur toute l'année scolaire. L'idée, c'est qu'il y ait aussi des rentrées d'argent, enfin voilà, qu'il y ait cette logique de fonctionnement de l'entreprise, et puis ils participent à un concours au niveau départemental et éventuellement par la suite à un niveau régional. Le collège Anne-Franck d'Arly est labellisé E3D, donc c'est un label sur le développement durable. Et ils nous ont contactés en fait parce qu'ils avaient vu qu'on avait mis en place un contrat d'objectif déchets économie circulaire pour voir si on pouvait travailler avec eux sur ce projet de mini-entreprise et lui donner en fait cette dimension environnementale qu'ils souhaitaient inclure au projet. Donc, on a réfléchi avec eux et c'est le thème des textiles qui a été retenu. Alors, pour plusieurs raisons, en fait, ils ouvraient plein de possibilités et c'est là où c'est intéressant parce que leur projet a été très riche et on a parlé bien plus que finalement de déchets. Ça a permis de sensibiliser les élèves aussi aux impacts de l'industrie textile et de la mode, qui est une grande source de pollution. Ça leur a permis aussi, donc il y a eu cette première approche, il y a une deuxième approche, la mise en place, vous voyez sur l'image en haut à gauche, on a installé en fait en partenariat avec le Relais de Soissons une borne de collecte des textiles à l'intérieur de l'établissement. Alors avec un double objectif, hein, ça leur permettait de collecter de la matière directement sur site
Et puis également, vous le voyez, donc cette borne, elle a été customisée avec une équipe de graffeurs. Donc, ils ont eu aussi l'occasion de travailler un peu sur le street art, d'avoir ces notions-là. Donc, sur une frise, en fait, qu'ils ont créée sur la thématique. Les textiles qu'ils ont récupérés, donc cette matière première, leur a fait aussi la sensibilisation au remploi, à la réutilisation. Donc, ils ont pu créer des petits objets. Donc, vous en voyez une partie, enfin, vous les voyez d'ailleurs travailler sur une des photos et vous voyez des petits objets qu'ils ont pu créer. Donc, des lingettes démaquillantes, ils faisaient des petits coussins, il y a eu des petites pochettes de créer aussi à partir des jeans. Et ils ont fait une pièce maîtresse avec une couturière. C'était une robe de mariée à partir de chutes de jeans. Voilà, donc tout ça, ça a pu être, les petits objets ont pu être vendus sur différents événements qu'ils ont organisés tout au cours de l'année, des marchés de Noël, des événements de ce type-là. Et puis, ils avaient été visiter le centre de tri du Relais à Soissons, ce qui leur avait permis aussi de voir un nouveau modèle un peu d'entreprise sur lequel les enfants, en tout cas, n'ont pas forcément la vue, c'est l'économie sociale et solidaire, ce fonctionnement un peu différent. Donc, ils avaient vraiment un projet au final qui était vraiment super intéressant. Ils ont présenté leur projet donc au concours des mini-entreprises au niveau départemental. Ils ont terminé premier. Et au niveau régional, ils ont terminé deuxième. Donc, un beau projet qui a été couronné de succès. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Valorem qui reprend un petit peu le projet, qui est raconté par les enfants, qui est sympa à voir sur le sujet. Super. Donc, si tu passes à la suite. Ouais. Alors, on voit mieux la borne. Ouais, du coup, c'est la borne, c'est la frise qui avait été créée. Donc, on voit un côté, pour raconter un peu l'histoire, il y a un côté un peu plus sombre qui, justement, reprenait le côté plutôt pollution. Sur le côté de la borne, c'est une petite fille avec une machine à coudre, voilà, qui était plus sur la sensibilisation sur les impacts de la création et de la mode. Et puis, le derrière, la partie, donc là, c'est un peu le modèle, en fait, de la robe de mariée qui sont créées en jean avec la couturière, plus cet aspect de réutilisation et de seconde vie, en fait, de la matière. Super. Voilà, et donc, dernier niveau de partenariat avec les scolaires, donc en passant au niveau du dessus, donc cette fois-ci, un partenariat avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, qui est un master, en fait, spécialisé sur la gestion des déchets. Ils travaillent tous les ans sur des projets tutorés. Et l'idée, c'était de pouvoir leur amener des sujets un peu plus concrets, en fait, que simplement des recherches bibliographiques, et de les faire travailler sur des problématiques réelles rencontrées par des établissements publics de l'Aisne, donc en partenariat avec nos collectivités adhérentes. Ces élèves de master vont se rendre sur place avec les équipes de Valorem et les équipes de la collectivité pour pouvoir réaliser un diagnostic, en fait, de la situation sur place, et puis par la suite proposer un plan d'action spécifique à l'établissement qui vise à réduire la quantité de déchets produits et puis à améliorer le tri ou globalement la gestion des déchets sur le site. Donc, on l'a déjà mené 2 fois également. La première année avec les équipes de Château-Thierry sur 5 EHPAD, avec un groupe de 5 étudiants. Et puis cette année, il y avait un peu plus d'étudiants, il y avait 11 étudiants, donc on a pris 2 projets différents. On avait un groupe qui travaillait sur le centre hospitalier de Soissons, donc avec Grand Soissons Agglomération, et puis une équipe d'étudiants qui travaillait sur le syndicat mixte de l'Ailette en partenariat avec les équipes du CIRTOM. Voilà, tu peux passer à la suivante. Qui là, on va basculer plutôt sur les actions en lien avec l'axe 3, qui était de connaître et de suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux.
et qui sont finalement, donc ça va être plutôt la partie étude qu'on peut mener dans le cadre du codec et qui nous permettent d'avoir des véritables en fait, outils d'aide à la décision, un peu des photographies de ce qui se passe sur le territoire. Donc une action, donc là je vais le mettre un peu au conditionnel, hein, qui devait être menée cette année, qui va peut-être être repoussée soit à l'automne, soit au printemps prochain. On va voir comment les choses évoluent. Donc une campagne de caractérisation des bennes encombrants de déchetterie du territoire. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'aller regarder à l'intérieur des bennes encombrants ce qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir évaluer, déterminer en fait les gisements potentiels qui restent à l'intérieur, qui sont encore valorisables ou qui peuvent être mieux traités. Et puis des gisements où on pourrait travailler avec des acteurs de l'ESS sur les objets réemployables ou des matériaux recyclables après tri et démantèlement. Donc là, on en était en fait à la phase où on a travaillé en amont avec nos collectivités pour définir un peu le cadre du marché et puis la meilleure période pour les faire. On avait lancé la consultation pour attribuer ce marché à un prestataire pour la réalisation des caractérisations. Donc là, on en est à la phase d'analyse du marché. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à voir quand elle pourra se dérouler. Maintenant, il n'y a rien de sûr. Okay. Donc la diapo suivante, c'est le même principe, mais pour les ordures ménagères résiduelles. Donc ça, c'est une action qui a été menée entre la fin de l'année 2018 et pour la définition du besoin et puis la réalisation effective sur le premier semestre 2019. Donc pareil, pour pouvoir évaluer la composition moyenne en fait, des ordures ménagères du territoire, tant en quantité qu'en qualité. Donc dans l'idée, ça reprend un peu, vous verrez après, ce que Thomas pouvait présenter tout à l'heure, mais qui était plutôt sur les déchets ménagers assimilés. Là, on est vraiment sur la fraction ordures ménagères résiduelles, donc votre poubelle grise, où on a prélevé 47 échantillons de 150 kg avec le bureau d'études qu'on avait retenu. Donc non compacté, ce qui veut dire avant le passage de la benne de collecte, pour essayer de préserver au maximum les échantillons qu'on avait, d'avoir moins d'impact sur les jus après qui peuvent se former. Prélevé en tenant compte en fait, des particularités du département, hein, en respectant une répartition entre les différents types de milieux, urbain, mixte, rural, et puis les différents types d'habitats, collectifs, pavillonnaires, pour avoir quelque chose de représentatif. Et ces échantillons étaient triés en 50 catégories. Je vous ai mis sur la diapo suivante les résultats en fait, de la campagne de caractérisation avec la composition moyenne sur le territoire de Val-Aurenne d'une poubelle ordure ménagère résiduelle. Donc, rapidement, ce qu'il y a à en retenir, donc pour en moyenne 221 kg par habitant par an de produits d'OMR par foyer. Vous avez une part résiduelle qui finalement correspond à la partie grise, donc les 43 kg par habitant, qui est très faible, et tout le reste, c'est des flux. Alors, c'est très idéaliste de dire ça, on est bien conscient que ce n'est pas le cas, mais c'est la partie en tout cas sur laquelle on peut agir, où il y a un potentiel de mettre en place des actions pour réduire à la source la quantité de déchets, ou de pratiquer un meilleur tri et en tout cas de pouvoir ressortir des choses de cette poubelle qui ont encore un intérêt. Donc, quelques éléments rapidement. Ce qu'on remarque, c'est un fort gisement en fait, de déchets compostables, donc 65 kg par habitant. Un taux élevé de déchets qui étaient liés au gaspillage alimentaire, qui représentait quand même 12% du contenu de cette poubelle. C'est quand même assez élevé, c'est un peu plus que les moyennes nationales. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a encore beaucoup à capter en termes de collecte sélective, que ce soit au niveau du bac jaune ou des collectes de verre, mais aussi éventuellement, après, avec la mise en place des extensions des consignes de tri, un potentiel à ce niveau-là, et donc encore des possibilités d'agir pour réduire les tonnages d'OMR.
Donc, si tu passes sur la diapo suivante, voilà, donc 2 axes prioritaires. Thomas, on a parlé longtemps tout à l'heure, les biodéchets. 90 kg par habitant par an de biodéchets à encore aller chercher et qui sont potentiellement à réduire. 60 kg également par habitant par an d'emballage, papier et verre à récupérer aussi dans cette poubelle. Donc finalement, là, quand on prend en compte tout ça, on se rend bien compte que finalement, dans la poubelle, il ne reste plus grand-chose et qu'il y a vraiment moyen de pouvoir agir. Je pense aussi que la période actuelle fait prendre conscience à plein de monde, en fait, en étant un peu plus à la maison, en ayant peut-être plus le temps aussi de pratiquer certains gestes, de consommer peut-être un petit peu différemment aussi. C'est un flux qui est important, mais que finalement, avec des gestes assez simples, on arrive aussi à les éviter. On a juste une petite question Oui. sur la composition exactement des déchets compostables. Est-ce que ce sont seulement les épluchures de fruits et légumes? Il y a d'autres choses? Alors, on avait fait justement dans les déchets compostables, il y avait également aussi une partie de déchets verts qui auraient pu être jetés là, dans les OMR, même si ça n'y a pas forcément sa place. On avait également quelques restes compostables en fait. Mais on a vraiment essayé de faire ce distinguo entre ce qui était du gaspillage alimentaire, donc le non déballé, non consommé, et puis finalement ce qu'on a exclu des déchets qui aussi pouvaient être compostables, c'est toute la partie avec, je ne sais pas, une carcasse de poulet ou quelque chose comme ça, qui finalement là n'est ni du gaspillage alimentaire, ni des déchets qui sont compostables. Merci. Voilà, donc, c'était pour répondre à Gaëlle. Et je passe à la... Comme tu veux, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on peut déjà en prendre. Je ne les ai pas à l'écran, moi. Donc, Alors, moi, je les ai relevés au niveau de l'action avec le collège. Il y avait une question par rapport à l'implication des enseignants. Est-ce que c'est Valorem qui a mené l'action? Quelle était l'implication des enseignants? non, c'est plutôt un projet du coup qui est à l'initiative du collège et donc des enseignants. En l'occurrence, là, c'est la CPE du collège qui menait ce type de projet. Nous, on est vraiment venus en appui, en soutien technique et pour aider en fait à la mise en place des partenariats, de donner des contacts, voilà. Après, le projet en lui-même, il a vraiment été construit par l'établissement, j'ai envie de dire, et par les enseignants. Donc, c'est la CPE et c'était une prof de techno, je crois, sur ce collège-là qui menait le projet. Merci. Alors, on va reprendre le fil. J'ai une question que je réserve pour tout à l'heure. Ouais. Et voilà, on en était là. Parce que là, était là. Ouais, du coup, qui faisait lien, en fait, donc on a dit 90 kg par an de biodéchets qui restent dans les OMR. Et donc, on se rend bien compte, un gros travail à effectuer sur ce flux-là. Et ce qu'on a souhaité faire, nous, c'est s'engager sur une démarche de concertation territoriale autour de l'organique. Alors, qu'est-ce que c'est? La démarche Concerto, en fait, c'est une démarche qui est proposée par l'ADEME. Ils sont encore en phase de test aussi sur cette méthodologie qui est un peu nouvelle. Nous, on a candidaté en fait pour la tester au niveau national et on a été retenu comme territoire pilote. Donc, on va être accompagné par un bureau d'études de l'ADEME sur 24 mois pour tester la méthodologie. Et Concerto, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de pouvoir en fait essayer de construire en fait une stratégie à l'échelle du département qui soit pertinente autour de la matière organique. Alors la matière organique au sens très très large, c'est-à-dire tous les types de matières organiques qu'on peut trouver, pas uniquement donc les biodéchets des ménages, mais pas que. Également aussi toute la matière organique, par exemple des industries agroalimentaires, les déchets des agriculteurs, les déchets verts, les bouts de steppe, les déchets de biomasse. Donc voilà, la matière organique au sens large.
D'essayer également de pouvoir avoir l'avis de l'ensemble des acteurs qui sont liés à la matière organique. Donc, encore une fois, les acteurs de la collecte, les acteurs du traitement, les agriculteurs, etc., les citoyens, les collectivités territoriales. Et puis, dans une logique du coup de filière, donc qui va de la collecte jusqu'à la valorisation, avec donc tous les types de gisements jusqu'au débouché aussi du compost qui va être produit, par exemple. Donc là, on en est à une phase en fait où on fait un diagnostic en fait avec un bureau d'études de l'État, un petit peu de la gestion en fait de la matière organique sur le département pour avoir des éléments pour alimenter la future concertation. Donc, ce diagnostic, il devrait être fini à l'été. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse démarrer cette concertation avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés pour pouvoir essayer de trouver les meilleures solutions en fait, pour le département. Ou quand je dis les meilleures solutions, un ensemble de solutions, un éventail de solutions qui permettent de trouver la meilleure logique en fait autour de ce flux-là à l'échelle du département de manière concertée avec l'ensemble des acteurs. Voilà, et puis donc après, j'essaie de vous faire un petit peu un focus aussi de ce qui avait été fait, enfin de ce qui a été fait ou va être fait avec les acteurs économiques. Pourquoi? Parce qu'on parlait aussi comment l'économie circulaire peut valoriser un territoire. Par exemple, les actions envers les acteurs économiques, c'est aussi un moyen d'attractivité en fait pour le territoire sur certaines actions. Ça permet aussi de créer des emplois pérennes, en fait, non délocalisables. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi essayer de donner des fois des coups de pouce, en fait, une petite aide aux acteurs économiques pour s'engager dans cette nouvelle thématique qu'est l'économie circulaire. Donc, un premier exemple avec un partenariat qu'on a en fait avec l'entreprise Seika. Donc, Seika, en fait, Seika Paper, c'est une industrie papetière. Ils se sont lancés en fait dans la construction en 2018 d'une chaudière biomasse sur leur site de Venizelle. Donc l'idée c'était de pouvoir remplacer l'énergie fossile qui était utilisée pour produire la vapeur qui entre dans le process de fabrication du papier par de la biomasse. Donc ils nous ont contactés en fait notamment pour avoir dans le cadre de leur plan d'approvisionnement en bois pour avoir des informations sur les bois qui étaient produits dans les déchetteries de nos adhérents. Donc, on a échangé longuement avec eux pour trouver un peu les modalités de ce partenariat et puis pouvoir répondre à leur cahier des charges techniques aussi sur la préparation des bois, parce que c'est du bois préparé qu'on leur livre, qui va être broyé suivant une certaine granulométrie, etc. Donc, on a signé une convention avec eux en 2019 pour leur amener du broyat de bois issu des déchetteries situées sur le périmètre de Valorennes. Et on a commencé les livraisons pour l'approvisionnement de la chaudière en mars 2019. Voilà, et ça représente environ 8000 tonnes de bois qui sont livrées à Seika pour l'approvisionnement de la chaudière qui en nécessite, je crois, aux alentours de 100 000 tonnes années. Voilà. Sur la diapo suivante, un autre exemple d'action mis en place pour la cible, cette fois-ci des artisans. Donc un projet en partenariat avec la CMA qui est basé sur un dispositif national qui a été lancé par les CCI l'ADEME, TPE, PME gagnantes sur tous les coups. L'idée, c'est que donc un conseiller de la Chambre des métiers de l'artisanat va dans l'entreprise, va établir une analyse en fait des pratiques qui sont mises en place sur les flux énergie, matière, eau et déchets au sein de l'entreprise.
Il va regarder en fait quelles pratiques peuvent être améliorées, établir un plan d'action personnalisé pour le chef d'entreprise. Ils vont sélectionner ensemble la mise en place d'un plan d'action. Et puis, il y aura un suivi sur 6 mois, 1 an des actions qui ont été mises en place. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des économies à l'entreprise. Pour la cible des artisans, l'idée, c'est de pouvoir trouver à minima 500 € d'économie. Et nous, en fait, on intervient parce que si ces 500 € d'économie, voire plus, sont trouvés, l'accompagnement est payant pour l'entreprise. Nous, en fait, on intervient à ce moment-là et on leur finance l'accompagnement de la CMA. Donc, c'est totalement gratuit pour les entreprises. Et on a mis ce dispositif en place en partenariat également avec la MEDS, la Maison des entreprises de tirage et de la serre, donc qui regroupe 4 de nos collectivités adhérentes, le Pays de la Serre, le Pays des Trois-Rivières, la tirage chambréoise et la tirage du centre. Donc les artisans de ces collectivités qui sont intéressés pour participer au dispositif, il y a encore des accompagnements qui sont possibles. Voilà, il suffit de nous contacter pour qu'on les mette en relation avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Merci. Je crois que ça correspond vraiment à une attente par rapport à une question qui a été posée par Pascal et qui se demandait sur comment en fait l'accompagnement des entreprises, même petites, pouvait se faire. Donc là, je pense qu'on a vraiment eu la réponse. C'est un exemple concret du coup de ce qu'on peut proposer. Donc c'est la cible des 0 à 19 salariés. Voilà. Alors après, dans le cadre de ce dispositif, il y a certains types de métiers qui sont visés et ciblés. Hein, donc, ça dépend de leur code NAF en fait. Donc, il faut voir s'ils sont éligibles au dispositif. Mais globalement, oui, c'est une bonne opportunité pour eux. Ça leur demande juste un peu d'investissement de temps en fait pour recevoir le conseiller et puis transmettre les données qui sont nécessaires au diagnostic. Mais finalement, c'est très peu, quoi. C'est une demi-journée à consacrer et derrière, finalement, une belle opportunité de pouvoir à la fois faire des économies et en même temps, tout en mettant en place des actions environnementales. Super. Dans le cadre de la convention qu'on a signée avec la CMA, on a un deuxième dispositif qui va se mettre en place normalement avec la com d'agglo du Saint-Quentinois. Donc, c'était prévu sur cette année. Pareil, à voir si on prend du retard ou pas au niveau du calendrier. Le dispositif Réparacteur, donc qui vise donc là on retombe dans la thématique des 5 R, qui vise vraiment à mettre en valeur les métiers de la réparation et de proximité en fait auprès des habitants. Ça vise à pouvoir justement inciter les habitants à faire réparer leurs objets, à la fois pour diminuer les quantités de déchets, en même temps pour encourager l'économie locale, encourager la seconde vie des produits, le prolongement de la durée de vie des produits en tout cas. Voilà, donc favoriser l'économie de proximité, oui, qui est créatrice d'emplois aussi et de liens sociaux. Donc cette action-là, normalement, d'ici la fin de l'année 2020, on devrait l'avoir lancée sur la com d'agglo du Saint-Quentinois. Super. Voilà, et une autre action qui a été mise en place pour les entreprises, donc une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Alors, derrière ce grand mot d'écologie industrielle et territoriale se cache un concept finalement assez simple, hein, qui vise à mettre en place des synergies entre les entreprises, de créer du lien entre toutes ces entreprises d'un même territoire ou d'une zone d'activité. Ça dépend à quelle échelle on le mène. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être des synergies soit de mutualisation, soit de substitution. Donc, dans les synergies de mutualisation, ça peut être de la mutualisation, par exemple, de collecte de déchets. Par exemple, sur des flux qui sont petits, de la collecte de déchets dangereux qui va coûter assez cher, plutôt que de le faire simplement au sein de son entreprise, on va la faire au sein de la zone d'activité. Peut-être qu'on arrivera à avoir des meilleurs tarifs. De la mutualisation de services.
pour l'entretien des espaces verts, du gardiennage, des formations, du contrôle réglementaire, etc. Du partage d'équipements, d'espace, par exemple. Ça peut être peut-être qu'une entreprise, par exemple, un compacteur de carton, ça va lui revenir trop cher par rapport à la production qu'ils en ont. Peut-être qu'à l'échelle de 2 ou 3 entreprises, là, tout de suite, ça devient rentable parce qu'on a des gisements qui vont être plus importants. Voilà, et donc après, au niveau des synergies de substitution, bah, c'est le principe de se dire que le déchet de quelqu'un peut être la ressource et la matière première de quelqu'un d'autre. Donc un peu le cas idéal, mais de pouvoir réutiliser, j'en sais rien, quelqu'un qui produit un déchet particulier, peut-être que l'entreprise voisine, elle en achète. Ça peut être au niveau je sais pas, une palette, un big bag, ou des choses un peu différentes. C'est pas valable que pour les déchets, hein, c'est valable aussi pour l'énergie. Peut-être qu'une entreprise, à un instant T, va produire une chaleur fatale qui pourrait être réutilisée par l'entreprise d'à côté dans le cadre de son process. Okay. Donc voilà, donc l'écologie industrielle et territoriale, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de créer des synergies entre les entreprises sur une même zone d'activité. Donc on a travaillé avec les services développement économique de plusieurs de nos collectivités adhérentes qui s'étaient montrées intéressées par le sujet. On a étudié avec le bureau d'études qu'on avait retenu les différentes zones d'activité qui étaient proposées pour essayer de voir celle qui avait le plus de potentiel pour être la zone pilote sur ce dispositif. C'est la zone tu peux passer à la diapo suivante, du coup, la zone du Champ du Roi à Laon qui a été retenue pour tester la démarche, avec des caractéristiques justement assez intéressantes, donc un tissu qui était assez dense avec un peu plus de 200 entreprises, une diversité aussi des activités économiques présentes sur la zone, des projets d'implantation de nouvelles entreprises, donc ça laissait un panel assez large d'entreprises. On a fait une réunion de lancement de la démarche en septembre 2019 qui visait donc à présenter le concept d'EIT à l'ensemble des entreprises. On avait 18 entreprises présentes avec 28 personnes, donc un intérêt quand même qui était intéressant pour une première réunion. Et donc, à la suite de cette réunion, on leur demandait de s'inscrire s'ils souhaitaient participer à la démarche. Et en parallèle, on a continué à contacter d'autres entreprises pour leur présenter le dispositif. Donc ensuite, sur la période d'octobre à février, on a réalisé des diagnostics auprès des entreprises qui étaient volontaires pour participer à la démarche. Donc on a rencontré 20 entreprises dans le cadre de cette démarche d'EIT. Là, entre mars-avril, on était plutôt avec le bureau d'études sur la phase d'analyse justement des données et puis d'identification des potentielles synergies qui pourraient être mises en place. Et puis, on attend de pouvoir programmer en fait avec les entreprises maintenant la réunion de restitution pour leur proposer les synergies qui sont possibles. Et puis également, les questions qui se poseront, c'est la suite de cette démarche. Donc, comment on l'anime à l'échelle du territoire? Est-ce qu'il y a une volonté de continuer pour la zone d'activité là-dedans? Et puis de pouvoir proposer ce dispositif, vu que ça a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble, à une autre zone d'activité du département. Donc, une recherche sur une nouvelle zone à accompagner. Ok. Et puis, donc, dernière action, il me semble dont je vais vous parler, qu'on souhaitait également mettre en place, enfin, au moins débuter, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de la mettre en place en entier, en fait, sur cette fin d'année. C'est de pouvoir accompagner une entreprise du territoire dans une démarche d'éco-conception ou d'éco-production. Donc l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser déjà les entreprises du département à ces notions, de pouvoir lancer un appel à projet en fait auprès des entreprises du territoire et puis de sélectionner une ou plusieurs entreprises à accompagner avec l'appui d'un bureau d'études ou d'un centre de ressources experts sur cette thématique.
qui vise à réduire les matières premières qui sont utilisées au niveau de l'achat ou de la conception d'un produit. Et puis, ou par exemple, une réduction du poids des emballages qui sont utilisés par l'entreprise qui s'engage. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, sur les actions qui sont menées dans le cadre du codec. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y avait une petite question que je réservais sur la fin. C'était une demande par rapport à des éventuelles subventions si des actions sont menées dans une commune. Est-ce que c'est prévu au codec ou pas? Pas forcément. Après, alors le codec, en fait, c'est un peu ça aussi l'intérêt des programmes d'action qui sont pluriannuels, c'est que c'est évolutif, donc on sert aussi des opportunités de territoire et des envies des acteurs qui sont présents. Donc là, actuellement, il n'y a pas de dispositif de ce type qui est prévu. Après, j'ai envie de dire à étudier au cas par cas et à voir en fonction du projet. Il peut y avoir des choses en fait qui se créent et qui se montent au fur et à mesure. Comme par exemple un projet avec un groupe scolaire, là ça peut rentrer dans les… Par exemple, voilà, si on prend l'exemple du collège à Arly, il n'y avait rien de spécifique à la base dans le programme d'action du codec. Par contre, quand le collège nous a contactés, on a trouvé l'initiative super intéressante et du coup, ça a été rajouté au programme d'action. On essaie de les aider comme on pouvait. Donc, c'est vraiment en fonction, en fait, j'ai envie de dire, des opportunités qui s'offrent et de ce qui peut être mis en place. Après, bien sûr, il faut que ça soit réalisable, il faut qu'il y ait l'opportunité, les budgets aussi qui soient dispo à ce moment-là. Mais en tout cas, on est toujours ouvert à étudier les projets avec les personnes qui sont motivées. Ouais. Il y avait juste une dernière question peut-être sur la partie entreprise EIT. Oui. Est-ce que les entreprises se connaissaient ou est-ce qu'elles se découvraient? Alors, pour beaucoup, c'était plutôt une découverte, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de liens, finalement, entre les entreprises de la zone. Alors, bien sûr, il y a quelques exceptions, hein. Je pense notamment, on avait quelques grosses industries agroalimentaires sur la zone. Elles se connaissaient entre elles, elles avaient déjà eu l'occasion d'échanger. Mais quand même, pour la plupart, et ce qui est ressorti en fait des diagnostics, c'est qu'il y avait très peu de liens et très peu d'échanges en fait entre les différents chefs d'entreprise. Et cette réunion de lancement qu'on avait fait en soirée, en fait, elle a duré quand même assez longtemps. Et on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait une vraie attente, un vrai besoin, je pense même, de pouvoir échanger entre eux sur des temps comme ça, un peu informels aussi. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont tous des problématiques aussi communes. Alors après, sans parler forcément d'environnement, mais des problématiques sur le recrutement, sur des choses de ce type-là, où finalement, ils sont contents aussi de pouvoir échanger ensemble sur ce qu'ils peuvent mettre en place à différentes échelles. Super. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous parler de plusieurs choses, mais surtout de la méthode des 5 R. Et là, on a vu comment on va dire les organismes, que ce soit le département ou le syndicat, viennent appuyer les démarches dans le territoire. Et je voulais donc vous donner la méthode des 5 R pour vous placer dans cette méthode et vous l'approprier. Donc, les 5 R, normalement, j'ai un tableau qui vous montre l'entonnoir avec refuser, réduire, réutiliser, recycler et rote, composter. Et du coup, cette pyramide vous permet de vous guider dans vos actions de réduction des déchets. Vous avez la possibilité, donc, dans un premier temps, le premier R, refuser. Alors, refuser, c'est un peu négatif. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire revendiquer à la place de ce R.
pour, en fait, plutôt que d'avoir cette idée de refus avec un non catégorique, la revendication, un autre R, là, c'est une affirmation et ça vous permet de faire un choix, en fait. Hein, je refuse la paille en plastique quand je commande. Bon, là, c'est réglé, on peut ni aller dans les bars ni dans les restaurants, donc on n'aura pas de paille en plastique en ce moment. Mais voilà, je choisis plutôt un objet durable ou pas du tout de paille. Du coup, ça, c'est une possibilité. Voilà, la revendication, c'est aussi remplacer. Donc, dans la déclinaison des verbes en R, vous pouvez vous dire que c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une opposition, mais par contre une affirmation de choix qu'on va pouvoir orienter pour aller vers quelque chose de plus respectueux. Le zéro déchet, c'est toujours faire mieux, si ce n'est aussi bien, avec moins. Et le premier R, ce sera ça. Le second R, c'est réduire, parce que c'est vrai que la surconsommation, en fait, et l'épuisement des ressources n'est plus à démontrer. On vient de voir dans notre département qu'on remplit en fait le centre d'enfouissement technique avec un tiers de déchets qui sont biodégradables et un autre tiers qui sont des déchets recyclables, comme l'avait très bien dit Delphine. Donc ça, ce sont des gisements qui ne sont pas encore triés et qu'il faut aller chercher. Donc réduire notre consommation et travailler sur l'efficience finalement et aussi donc réduire les impacts. Donc selon votre activité, on peut trouver une méthode, un autre procédé pour du coup améliorer en fait son impact lors de son activité et personnelle et professionnelle. C'est ça que je souhaitais dire en fait dans ma présentation, c'est que je vous emmène dans quelque chose qui met en parallèle l'action que je peux avoir dans ma démarche personnelle et en fait dans ma sphère professionnelle. Hein, les deux en fait peuvent suivre cette même méthode d'entonnoir de la méthode des 5 R pour optimiser et puis viser en fait à une transition. Hein, le changement, c'est vraiment des étapes qu'il va falloir franchir au fur et à mesure et en suivant certaines méthodes. Du coup, le troisième R, donc ça va être réutiliser. Parce qu'une fois que j'ai bien réduit ma consommation, je peux passer à tout ce qui est réutilisable. Alors réutiliser, l'action de réutiliser, ça ne va pas être suffisant. Je peux très bien avoir une bouteille en plastique, la réutiliser. Le concept va au-delà, c'est-à-dire que c'est l'objet en lui-même qui sera réutilisable et plus durable dans le temps. Donc en effet, une gourde, ça va être là pour le coup quelque chose qui est plus durable. Alors souvent dans les objets réutilisables, on va avoir les choses lavables. Hein, au niveau de la sphère professionnelle, je voulais vous montrer l'exemple de la micro-crèche qui est à LOR, L-O-R, dans l'est du département et qui utilise les couches lavables. Donc ça, c'est un objet qui va être réutilisé, d'accord, et qui, du coup, rentre tout à fait dans cet objectif. Alors, le lavable, on va démystifier tout ça
sur cet exemple, il y a donc un feuillet pour récupérer les matières, d'accord, et on ne lave pas les matières. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, ah oui, voilà, au niveau de la consommation de l'eau, on est aussi très performant parce que les objets jetables consomment toujours plus en fait qu'un objet qui va être utilisé plusieurs fois et même s'il est lavé. Donc ça, il y a plusieurs études qui vous le montrent et vous allez pouvoir être convaincu de ce bien fondé. C'est-à-dire qu'on parle du sac à dos écologique des produits. Donc un produit jetable, une cuillère, hein, par exemple une cuillère en plastique, pour l'utilisation qu'on en a, non seulement elle crée un déchet énorme qui est visible par nous, mais il y a aussi toute une partie qu'on n'a pas vue, mais qui pourtant a consommé beaucoup et d'énergie et de matière. Donc ça, le sac à dos écologique, on peut aussi se figurer un iceberg où la partie visible, en fait, c'est ce qu'on vient de voir avec Thomas comme Delphine. Ce sont les choses qui sont visibles à la fin de la consommation. Et là, toute la partie prévention et la partie travailler sur la réutilisation, c'est vraiment avoir un produit qui ne génère pas ce déchet, ce résidu au final. Voilà, c'est tout l'enjeu de la rudologie. Donc, rudologie, c'est le savoir, l'étude des résidus. Donc, que ce soit les rejets dans l'eau, dans l'air ou dans la terre. Voilà, donc tout ce qui est objet réutilisable, hein, on a aussi ça. Donc, sur les manifestations, on est de plus en plus habitué à ces objets réutilisables. Donc, c'est la même démonstration. Quelque chose qui va être lavé consomme beaucoup moins d'eau et a une plus faible empreinte carbone qu'un objet produit pour un usage unique. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se figurer. Oui. Alors, Mathilde me rappelle que Géodomia vous propose de faire un concours photo. Donc, c'est prolongé jusqu'à septembre, jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez envoyer vos photos à Géodomia, à Mathilde notamment, ou Gonzague, pour montrer le geste zéro déchet qui vous motive, que vous avez choisi et qui est pertinent pour vous. L'idée là, c'est de trouver en fait par quelle aire je peux rentrer dans ma pyramide et aller jusqu'aux choses les plus neutres, les moins impactantes en fait en termes et de déchets et d'empreintes. Voilà. Pour en finir avec les 5 R, je finis ma pyramide. On a en effet, si on n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose de réutilisable, on peut se pencher donc vers quelque chose qui serait recyclé. Donc là, pareil, le recyclage, on parle bien d'une matière qui va être transformée. Et c'est toute la subtilité entre la réutilisation et le recyclage. Hein. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et le recyclage est quand même gourmand en énergie, en transport pour la transformation. Et bien souvent, que ce soit en termes, que ce soit dans les plastiques ou avec du carton, du papier, on intègre de nouveau de la matière vierge pour pouvoir faire des nouveaux objets. Donc ça, c'est
c'est pour ça qu'on ne le privilégiait pas. Avant, on fait beaucoup d'autres choses avant de rester en fait sur le recyclage qui n'est pas la panacée pour en fait les déchets. L'enjeu maintenant, il est vraiment sur la prévention et tout ce qui peut se passer avant. Et puis, quand on a fait toutes ces étapes-là, en dernier lieu, on a le compostage. Donc ça, vous avez vu, c'est vraiment un enjeu énorme. Dans ma présentation, je voulais vous parler d'expérimentations qui ont lieu avec toutes sortes de biodéchets, donc notamment des collectes en transport doux, en vélo, clairement, qui sont très prometteuses, puisque là, on est sur, encore une fois, des emplois non délocalisables et qui sont, voilà, qui viennent enrichir le territoire finalement, puisqu'ils offrent un service complémentaire. Donc, l'exemple, c'est la tricyclerie à Nantes. Et donc, cette petite entreprise collecte les biodéchets des restaurateurs et d'autres partenaires dans l'alimentaire pour composter et produire du compost, mais du coup, voilà, améliorer le service au tissu des entreprises. Alors, je découvre les questions au fur et à mesure. En effet, on a plein de suggestions de la part de Mathilde. On peut cuisiner en essayant de produire le moins de déchets possible. On peut en effet réparer. Ça fait partie des R, bien sûr. Hein, quand on a la réutilisation, tout fait partie de la réparation. Je suis vraiment déboussolée par mon manque de présentation parce que ça me faisait un fil pour parler avec vous. Et là, c'est un peu foutu. Mais voilà, acheter en vrac, il y a plein d'idées pour accomplir cette démarche et aller jusqu'à quelque chose qui sera, voilà, l'ultime R, c'est road, c'est composter. Donc, tout ce que je peux produire en biodégradable est le bienvenu. Hein, on a la brosse à dents aussi, qui peut être l'exemple ultime, puisqu'elles sont produites en plastique la plupart du temps, alors que si elle est compostable, là, elle a un moindre impact, en fait, et si on peut la composter aussi. Alors, quelles sources pouvez-vous donner pour la moindre utilisation en eau des objets réutilisables? Alors, vous avez les Mountain Riders, qui sont de mèche aussi avec les Surf Riders. Donc, c'est des personnes qui ont fait les études comparatives sur les empreintes carbone en fait, du gobelet jetable, du gobelet réutilisable en plastique rigide et aussi les gobelets en carton. Donc, ils ont fait la comparaison. Donc, je peux vous... Les Mountain Riders. Hein. Donc, ça, c'est une asso au niveau européen qui vient voilà, faire la démonstration et surtout démontrer que la réutilisation, au bout de 7 réutilisations, l'objet est rentabilisé. L'objet a atteint ses objectifs de moindre impact par rapport à du jetable carton et d'autant plus par rapport à du jetable plastique. Voilà un exemple de source. Après, on a aussi beaucoup d'études par rapport aux couches lavables. Alors, c'est une marque, mais je peux la citer, elle est assez recommandée en collectivité notamment, puisque, comme je vous disais, il y a une micro-crèche qui s'est équipée chez eux, et aussi, il y en a 2 en fait dans le département de l'Aisne, c'est Hamac. Et donc, Hamac vous démontre bien que la
la couche lavable, en fait, est beaucoup moins consommatrice d'eau que la jetable. La jetable, si vous voulez, à toutes les étapes de la production, elle consomme de l'eau. Au niveau de la culture, du coton, les matières qu'on va mettre dedans, la production du plastique qui compose la couche, le transport. Là, on a des données. Voilà, à chaque couche, vous avez une empreinte de transport. Et après, en termes de déchets, un enfant est égal à environ 1 tonne de déchets pour son utilisation, la période d'utilisation de la couche. Donc, la lavable, en fait, elle est gagnante sur tous les fronts. Et suivant un protocole d'hygiénisation, il n'y a aucun problème. Je remercie Rémi qui a répondu à tout le monde par rapport aux 5 R. Voilà, exactement. Rendre à la terre, le retour à la terre, c'est en fait s'inscrire dans la logique de notre espèce, puisque finalement, ces derniers temps, on a su faire ce que personne n'avait fait sur la planète. On a créé des déchets, c'est-à-dire des résidus dont personne ne veut. Dans la nature, en fait, tout est cycle, tout est justement transformé, alors que l'humain, en fait, a su faire ça, en fait, des produits dont personne ne veut et que l'on enfouit ou que l'on incinère, mais en faisant des rejets, du coup. Peut-on aider? Oui, alors voilà, c'était tout le propos de ma présentation aussi, de vous approprier la présentation, la méthode des 3 R. Oui, au départ, il n'y en avait que 3, mais depuis, il y en a 5. Et qui, oui, et merci aussi à Pascal qui nous a mis une référence tournée urbanisme. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, en tant que vous, à votre niveau, au niveau local, on peut en effet travailler ensemble si vous voulez. Moi, je voulais vous partager une méthode aussi de gouvernance partagée parce que depuis toutes ces années d'émergence autour du zéro déchet, c'est un des piliers aussi du zéro déchet, c'est la gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'on envisage de mettre la question au centre et de faire intervenir tout le monde pour construire et ne pas imposer, mais au contraire, un projet élaboré en co-construction, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle d'une zone industrielle, comme on l'a vu précédemment. Ça peut se passer à l'échelle d'une commune, par exemple, ou à l'échelle d'une entreprise ou dans une collectivité. Mettre tout le monde autour de la table et définir des axes avec des objectifs. À partir du moment où on est tous dans le même objectif, on peut alors définir des actions et appliquer ces R possibles selon notre curseur en fait et selon notre possibilité et les moyens. Parce que en effet, le mouvement zéro déchet, il est aussi issu aussi du développement durable. Donc, il y a toujours cet impératif également économique pour voilà, répondre à une contrainte de moyens et d'efficience. Donc ça fait partie des choses qu'on peut mettre en perspective. Alors, je n'ai pas partagé à tout le monde. Oui, merci beaucoup la ville de Roubaix. En effet, vous étiez cité aussi dans ma présentation, puisque
tout ça me fait rebondir sur ce que je disais sur la gouvernance partagée. L'exemple de Roubaix est assez manifeste puisque vous avez un service communication qui a été étroitement lié au service environnement de développement durable pour valoriser, pour mettre en avant les citoyens, en fait, les participants de cette démarche zéro déchet. Ça a commencé par des défis. Donc, les personnes se sont mis à appliquer en fait les gestes du zéro déchet et ils ont été valorisés, ils ont été mis en avant. Donc là, on voit bien que Roubaix a fait ce travail de concertation, de mise en commun pour finalement faire rayonner en fait cette action qui oui, l'objectif est rempli au niveau national, voire plus. On cite l'exemple de Roubaix pour cette démarche zéro déchet. Et ça continue en fait dans le territoire. C'est pas juste une action de communication, c'est vraiment les quartiers qui sont impliqués. Voilà. Se lancer des défis et s'entraider sur les gestes en fait à faire et de retrouver les bonnes les bonnes astuces en fait et ce qui est le plus pertinent pour non seulement diminuer sa production de déchets, mais en plus bien souvent réaliser des économies. Les témoignages sont flagrants. Cette dame qui dit qu'il lui était impossible de changer de lessive et puis finalement elle a bien adhéré à la recette parce que surtout c'était 10 fois moins cher. Donc elle arrivait à boucler ses fins de mois et grâce à la démarche, ça a pu être concret. Voilà, donc au niveau des méthodes de gouvernance partagée, il y a une association dans le département de l'Aisne qui se développe, qui s'appelle À l'orée de soi et qui est rattachée à l'université du Nou. Parce que c'est vrai que ça s'apprend aussi de construire ensemble des projets, d'avoir un nous et de pouvoir prendre des décisions où personne n'est pas d'accord. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas une majorité qui va s'imposer, mais par contre, on va éprouver la proposition et prendre la décision de façon à ce que tout le monde, qu'elle convienne à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes de gouvernance partagée que À l'orée de soi peut vous proposer et qui sont aussi des choses que vous pouvez explorer à travers l'Université du Nou. Et notamment, donc, dans ma présentation, je voulais vous parler de la méthode des chapeaux de Bonneau. Donc, comment ? Donc, Edward Bonneau. C'est en fait une méthode pour pouvoir écouter chacun et aussi se mettre dans un certain état d'esprit. Donc, le chapeau, c'est vraiment ça, c'est la figure de se mettre dans un état d'esprit qui soit, par exemple, quand il a la couleur rouge, par exemple, ça peut être les ressentis du participant. Le chapeau noir, ça va être le risque. Quel est le danger? Moi, je vous alerte sur ce risque. Est-ce qu'il est financier? Est-ce qu'il est… voilà. Pour, en fait, traiter les objections ou les points
de discorde, on va dire, les points sensibles un par un et avec un certain état d'esprit. Donc, c'est une méthode très intéressante et vous avez une grande littérature par rapport à ça. L'intérêt, c'est vraiment d'utiliser les états d'esprit, les chapeaux, les couleurs en fonction de votre besoin pour aboutir à une décision pour un passage à l'action. Voilà. Oui, en écho à cette mardinale, la mardinale qui aura lieu en décembre, puisque c'est à peu près une fois par mois, sauf l'été, c'est une spéciale économie circulaire, mais dans la construction. Donc c'est vrai que le BTP est un exemple de la possibilité de construire l'économie circulaire, puisque que ce soit en déconstruction et en construction, on peut considérer les déchets des uns comme des ressources pour les autres. Et en ça, l'économie circulaire change notre vision qu'on a du déchet, puisqu'il devient un gisement, finalement. Exactement. Et cette expression veut bien dire qu'on se retrouve dans la logique que l'on observe sur toute la planète. Tout est utile, utilisable par un prochain, etc. Voilà. Le cradle to cradle, c'est exactement cette idée de reconstituer les cercles vertueux plutôt que à un moment stocker des matières ou les brûler faute d'en trouver une utilité puisqu'elles n'ont plus de valeur. Superbe. Donc à Guise, une université d'été des urbanistes a lieu cette année, donc à la fin août, pour en effet envisager l'urbanisme circulaire, frugal et utopique. Alors, pour finir sur le dernier R, le retour à la Terre, je vous disais, il y a des expérimentations par rapport à toute la matière biodégradable. Il y a aussi un enjeu très flagrant, notamment sur la ressource en eau, c'est la possibilité d'utiliser des toilettes sèches, puisque ça représente, donc au niveau d'un foyer, ça représente 30% à peu près, hein, voire un peu plus, c'est une moyenne, de la consommation d'eau potable. Et l'eau potable, voilà, ça va être vraiment un enjeu planétaire. Et du coup, le collectif que vous pouvez aller voir, ça s'appelle Okapi. Donc, il nous parle de carbone, d'azote et de phosphore, hein, parce qu'en effet, tout ce qui est rejets humains contient toutes ces matières. Et ces matières, en fait, sont très utiles dans l'agriculture. Donc là, on a de nouveau une idée de cercle et de partenariat parmi les acteurs, que ce soit le monde agricole, l'urbaniste qui va en effet concevoir la ville de demain, et puis voilà, tous les acteurs possibles, que ce soit par exemple des bailleurs sociaux pour des nouveaux logements, etc. Donc en habitat collectif aussi, il y a des expérimentations de toilettes sèches et c'est très encourageant pour, comme je vous disais, à la fois préserver la ressource en eau et double effet qui se coule, régénérer les terres en fait. Voilà. Et apporter à la terre le plus naturellement possible ces éléments indispensables à l'agriculture ou à la production en général,
alors que pour l'instant, le phosphore, on va le chercher justement en saccageant des espaces naturels. Voilà ce sur quoi je voulais terminer, puisque ça peut paraître novateur. Dans les événements zéro déchet, c'est une habitude, mais c'est vrai que ça aurait le mérite d'être diffusé à plus large échelle. Donc, la conclusion, si vous voulez, c'est que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, vous pouvez appliquer la méthode des 5 R et ressortir tous ces R comme il vous plaît. Le R qui est aussi un rendez-vous tout au long de l'année, à Géodomia, la réparation. Donc ça, c'est les Repair Café mensuels. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. C'est souvent le samedi matin. Donc, Gonzague Mathilde, ils se mettent à disposition le samedi matin avec des réparateurs bénévoles pour réparer n'importe quel objet plutôt qu'il soit jeté. Donc, ça, je pense qu'il est intéressant de le souligner si vous voulez. Si vous voulez pouvoir économiser, encore une fois, et ne pas créer de déchets. Oui, merci pour ces commentaires. Merci pour votre participation à tous. Et c'est vrai que le réfléchir et se rassembler, voilà, c'est très intéressant. Il y a tous les mots en R qui peuvent sortir. Et puis, éviter, réduire et compenser. En effet, il y a un autre R qui est la réparation en termes généraux. Hein, la réparation, comme je disais, la régénération des sols et tout ce qui est réparation. Donc, on peut, quand on se balade, ramasser des déchets, se rassembler et ramasser les déchets. Encore des R. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée pour le PowerPoint. Je vais voir comment on peut le diffuser autrement. Merci à tous. Je vous remercie surtout Thomas et Delphine et le CAUE évidemment. Oui, je vais faire en sorte que je pourrai vous diffuser la présentation, que ce soit donc, avec le CAUE. Je les remercie beaucoup pour l'accueil ou sur le CPIE, le site du CPIE. Merci beaucoup. Très bonne journée.